Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie concernant cette thématique depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Donc optimisation hémodynamique périopératoire, sorti en 2024. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les auteurs, tous les experts qui ont travaillé, 27 experts durant plus de 2 ans et demi. Merci beaucoup à Jean-Luc Fellaïc, avec qui j'ai eu le plaisir de co-coordonner cette RFE et qui était à l'initiative initialement de cette RFE. Et un énorme merci au CRC, particulièrement à Alice Blé, qui a fait un travail assez extraordinaire pour arriver à nous mettre tous d'accord. Plutôt que de décliner les différentes recommandations, je vous propose d'illustrer le cas par un cas clinique, un petit peu de tous les jours, et puis on va voir un petit peu ce qu'on essaye de faire en parallèle de ces recommandations. Donc on va prendre en charge un patient de 78 ans, une chirurgie colorectale pour néoplasie, laparotomie, car déjà opéré, et technique chirurgicale compliquée, donc laparotomie, antécédent d'hypertension artérielle essentielle, une myocardiopathie ischémique, un idème entéroseptal ancien et un diabète de type 2, voilà, des choses assez classiques, un BMI inférieur à 30, pas de critères d'intubation, de ventilation difficile, et une pression artérielle avant l'induction qui, somme toute, paraît assez stabilisée. Traitement du bisoprolol, ramipril, atorvastatine, metformine, et puis un petit peu d'aspirine également. Sur les examens complémentaires, on peut voir que la clairance de la créate est à 66, une fonction ventriculaire gauche qui est un petit peu altérée, 45% d'FEVG, donc ASA3, et un score de Lee à 3. Ce genre de patient qu'on voit régulièrement au bloc en consultation, puis au bloc opératoire, on va voir que toutes les recommandations sont basées en fait sur la stratification du risque. Quel est le risque périopératoire du patient, avec le risque lié à la chirurgie et les risques liés au patient? On vient de discuter de ce patient. Selon vous, comment est-ce que vous classez le niveau de risque global chez ce patient? Alors, faible ou intermédiaire, mortalité inférieure à 3%, risque élevé, très élevé, ou une morbidité supérieure à 20%. Donc, essayez de répondre tranquillement et on en rediscutera après. Plusieurs façons de calculer le risque périopératoire, des choses un petit peu strictes. Le score PEPOSOM, par exemple, quand vous allez sur le site de l'ASFA, vous pouvez cliquer sur POSOM et ça permet, en fait, avec un score physiologique et également un score opératoire, de connaître le risque périopératoire de votre patient. Alors là, par exemple, on voit que quand on remplit pour le risque physiologique plus le score opératoire, eh bien, on a quand même une morbidité qui est plus de 50% et une mortalité qui est tout sauf négligeable à 11,6%. Et ça, si vous regardez bien, c'est si on a des pertes sanguines. Non, on l'a pas. Ben, si vous regardez à droite, des pertes sanguines entre 100 et 500 millilitres. Si ça saigne un petit peu plus, on est plutôt entre 500 et 900 millilitres, eh bien, on voit que la morbidité et la mortalité vont clairement augmenter. Alors, le PEPOSOM, ce n'est pas le Graal. Ce qui compte, évidemment, c'est d'avoir les datas au niveau de vos différentes institutions. Ce n'est pas pareil d'un chirurgien à un autre, notamment, etc. Mais en tout cas, c'est un élément qui peut nous aider. Et la RFE a dichotomisé le risque périopératoire en 3 parties. Le risque faible et intermédiaire, c'est lorsque la mortalité attendue est inférieure à 1%. Et ensuite, le risque élevé ou très élevé, c'est entre 1 et 3% pour l'élevé et supérieur à 3% pour le risque très élevé. Et retenez ces chiffres parce que c'est quand même quelque chose d'important, ça permet de dichotomiser la prise en charge. Donc on voit que chez ce patient-là, qu'on voit encore assez régulièrement au bloc opératoire, le risque est clairement très élevé de mortalité post-opératoire. Cette RFE s'est intéressée au monitorage de la pression artérielle et également au monitorage du débit cardiaque. Donc monitorage de pression artérielle, le brassard par oscillométrie que l'on connaît tous. Le brassard, ça fonctionne très bien, Donc, quand la pression artérielle est très basse ou très haute, effectivement, il y a un petit peu de différence. Ça va tendance à sous-estimer une pression artérielle très haute ou surestimer une pression artérielle très basse. Mais en tout cas, ça permet de différencier les patients qui ont plus ou moins de 65 mm de mercure. Si on veut monitorer de façon continue la pression artérielle, il y a 2 solutions. Il y a les manchettes digitales de façon non invasive ou alors le cathéter artériel. Lorsque l'on utilise un monitorage de la pression artérielle continue par cathéter artériel, plusieurs avantages, hormis évidemment des prélèvements sanguins éventuels, eh bien, c'est que ce qui est prouvé aujourd'hui dans la littérature, c'est lorsque l'on met un cathéter artériel, eh bien, ça permet de détecter plus de 2 fois
les épisodes d'hypotension artérielle, parce que la pression artérielle du brassard, on met tous les 2,5 ou toutes les 5 minutes, et effectivement, durant ces périodes-là, on peut masquer, ne pas voir des épisodes d'hypotension artérielle, et on a un petit peu le même niveau de preuve concernant les manchettes digitales qui permettent également de diminuer de façon significative la durée cumulée d'hypotension artérielle. Donc quand on monitore de façon continue la pression artérielle, ça permet d'éviter un petit peu d'hypotension, mais il n'y a pas d'études aujourd'hui, clairement, qui disent que d'utiliser un monitorage continu de la pression artérielle va permettre de diminuer la morbimortalité des patients. Et c'est la raison pour laquelle la RFE s'est positionnée sur une absence de recommandation. Les experts ne sont pas en mesure d'émettre une recommandation concernant l'impact du monitorage continu de la pression artérielle sur la morbimortalité périopératoire chez les patients à risque faible et intermédiaire. Alors, deuxième élément, quelle est la cible de votre pression artérielle chez ce patient donc de 78 ans avec une hypertension artérielle essentielle, pression artérielle systolique supérieure à 100, moyenne supérieure à 60, supérieure à 70, ou alors une diastole supérieure à 35. On peut aussi avoir une approche plus personnalisée avec la première valeur de la pression prise au bloc opératoire. Il y a beaucoup de littérature qui met en évidence une association statistiquement significative entre la présence d'une hypotension artérielle péropératoire et l'apparition de complications de morbidité post-opératoire. Cette morbidité, on va la définir un petit peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une association. Quand il y a de l'hypotension au bloc opératoire, les patients vont faire des complications post-opératoires. Ce sont des cohortes prospectives, ça n'est pas randomisé, et donc ce n'est pas une relation de causalité. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose, mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'un est en lien avec l'autre. Pourquoi? Parce que déjà, le premier problème qu'on a, c'est que il y a plus de 140 définitions de l'hypotension artérielle, si on définit un seuil, si on définit un temps cumulé. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en tout cas, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de définitions de l'hypotension artérielle. Donc cette morbidité post-opératoire, elle est rénale, avec de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, recours à l'épuration extra-rénale, des ischémies myocardiques, morbidité cérébrale, du sepsis, et également, dans certaines cohortes, des décès. Donc cette relation statistique indépendante, mais sans lien de causalité entre l'hypotension artérielle péropératoire et les complications post-opératoires, aujourd'hui, la littérature ne nous permet pas de dire si la correction de l'hypotension améliore le pronostic. En d'autres termes, une fois que le patient est hypotendu au bloc, peut-être que le mal est déjà fait. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas corriger l'hypotension artérielle au bloc, mais en tout cas, je vous dis que c'est très important d'être préventif. Évidemment, on va corriger, mais le mieux, c'est d'éviter. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on utilise des mots un petit peu différents dans la RFE qui ont vraiment un poids important. Les recommandations de 2022, par exemple de l'ESC et les AIC, dit recommander d'éviter l'hypotension plutôt que de corriger l'hypotension. Et c'est dans la même lignée que nous avons écrit en première recommandation, il est probablement recommandé d'éviter un niveau de pression artérielle moyenne inférieur à 60-70 mm de mercure. Impossible de trancher entre le 60 et 70 avec la littérature. On ne peut pas vous dire que l'un est mieux que l'autre. Chez les patients non hypertendus chroniques. Et avec un niveau de pression artérielle supérieur chez le patient hypertendu, plutôt 70 mm de mercure, chez le patient présentant une hypertension artérielle chronique. Donc là, chez ce patient hypertendu, on est plutôt aux alentours de 70 mm de mercure. Alors ce patient, avec une morbidité attendue élevée, est-ce qu'on propose un monitorage hémodynamique particulier? Monitorage discontinu de la PA, oui, ça ne se discute pas. Est-ce qu'on va monitorer le débit cardiaque, le volume d'éjection systolique? Est-ce qu'on va monitorer ce qu'on appelle les indices dynamiques, le classique delta PP, uniquement, sans volume d'éjection systolique? Je mesure que le delta PP. Ou alors je monitore le delta PP et le volume d'éjection systolique, ou alors aucune de ces réponses. Alors, là, les choses sont assez claires, dans le sens où il est probablement recommandé d'utiliser un monitorage du volume d'éjection systolique, et on va voir pourquoi, par deux techniques, le Doppler œsophagien ou l'analyse du contour de l'onde de pouls via un cathéter artériel, afin de diminuer la morbidité périopératoire chez les patients à risque élevé et très élevé. Alors pourquoi le Doppler œsophagien? Pourquoi l'analyse
du contour de l'onde de Poux? Tout simplement, c'est parce que c'est là qu'il y a des datas. Il y a de la littérature qui nous dit, en randomisé contrôlé, que quand on utilise un monitorage du VES et une optimisation hémodynamique avec ces dispositifs-là, eh bien, ça permet de diminuer la morbidité post-opératoire. Je ne vous dis pas d'utiliser les autres, je ne vous dis pas d'en utiliser un plus que l'autre, simplement, ce n'est pas l'outil qui va sauver le malade, c'est l'algorithme qu'on va voir avec. Donc, vous pouvez utiliser avec les techniques d'analyse de contour de l'onde de Poux deux options. Calibration, donc c'est le Pico et le V1000. Classiquement, c'est plutôt des dispositifs qu'on utilise en réanimation. Ce qu'on utilise plutôt au bloc opératoire, c'est les systèmes sans calibration, plug and play. On met l'artère et il y a parfois des transducteurs un petit peu particuliers. Le business plan est un petit peu différent. Le coût est aussi également un petit peu différent. Mais en tout cas, avec ce type de dispositif, ça permet de monitorer le volume d'éjection systolique. Le Doppler œsophagien, très bon appareil, un petit peu difficile, je trouve, à utiliser, notamment à garder le signal, mais un niveau de preuve qui est très élevé concernant l'optimisation hémodynamique. Donc oui, il faut monitorer le volume d'éjection systolique chez les patients à risque élevé et très élevé. En gros, quand la mortalité attendue est supérieure à 1%. Et il est probablement recommandé d'y associer la mesure d'un indice dynamique, type delta PP par exemple, pour l'intégrer dans l'algorithme que l'on va présenter tout à l'heure. Les indices dynamiques, là aussi, vous pouvez trouver ça sur un scope si vous utilisez un Doppler œsophagien, ou alors c'est intégré aux techniques de pulse contour. Alors, utiliser les indices dynamiques, c'est marqué dans les RFE, mais attention, si vous les utilisez, vous devez parfaitement connaître les limites d'utilisation. Vous savez, le delta PP, donc on analyse la variation de la courbe de pression artérielle, et ça, c'est valable dans certaines conditions, pas toutes, loin de là. La principale limite, c'est le volume courant qui est inférieur à 8 ml/kg. Et dans ces cas-là, ça n'est pas fiable. Entre 7 et 8 ml/kg, quand on est inférieur, eh bien, ça n'est pas fiable. On a discuté aujourd'hui, on ventile nos patients entre 7 et 8 ml/kg, en tout cas, pas plus de 8 ml/kg. Donc il y a une vraie question, il y a un vrai sujet sur la validité de ces indices dynamiques au bloc opératoire. Et certains proposent une checklist pour les utiliser. Les indices dynamiques, c'est oui quand on utilise le volume d'éjection systolique. Les indices dynamiques seuls au bloc opératoire, la réponse est non. Il n'est pas possible de formuler de recommandations quant à l'utilisation d'un indice dynamique seul. C'est-à-dire que si on fait de l'optimisation hémodynamique uniquement basée sur le delta PP au bloc opératoire, eh bien ça n'est pas de l'optimisation hémodynamique et je ne peux pas vous dire qu'on va rendre service aux malades et on va avoir un effet bénéfique. Il n'est pas non plus recommandé, mais ça c'est ce qu'on fait tous les jours, de monitorer le volume d'éjection systolique chez les patients qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire ceux dont le risque est faible ou intermédiaire, donc avec une mortalité qui est inférieure à 1%. Donc chez ce patient-là, eh bien, il faut monitorer la pression artérielle, le VES, le delta PP, avec le VES. Alors, monitorer le volume d'éjection systolique, peu de gens le font en pratique, mais une fois qu'on monitore le débit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce volume d'éjection systolique? Quelle est la cible chez ce patient? 50, 70, 100 millilitres, c'est toujours là où un petit peu est la difficulté. Quel est notre objectif thérapeutique? Eh bien, en fait, l'objectif de l'optimisation hémodynamique, c'est d'arriver en haut de la courbe de Frank-Starling qui relie la précharge et le volume d'éjection systolique. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de faire des remplissages de petites quantités, 250 millilitres, qui doivent être titrés, le but étant de monter en haut de la courbe de Frank-Starling, et surtout, le malade ne doit pas être hypovolémique, mais ne doit pas être hypervolémique. Donc on va passer 250 millilitres, on va regarder si on a une réponse. Si le volume d'éjection systolique augmente, ça veut dire qu'on est sur la portion ascendante de la courbe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en refait un autre. Un autre, on va avoir une autre augmentation. Parfois on en fait un, il n'y a pas d'augmentation. Parfois il faut en faire 3 ou 4 pour arriver à cette augmentation-là. Et on continue jusqu'à ne plus avoir d'augmentation du volume d'éjection systolique. Donc le mot-clé, c'est la titration et le monitorage. On va titrer du remplissage vasculaire, 200 à 250 millilitres, jusqu'à ce que le volume d'éjection systolique n'augmente plus. Alors pourquoi est-ce qu'on propose ça? Eh bien parce que le niveau de preuve est franchement élevé. Ce type de prise en charge hémodynamique permet de diminuer l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, les complications gastro-intestinales, les infections post-opératoires, et certaines méta-analyses mettent également en évidence une diminution de la mortalité. Donc voici l'algorithme qui est proposé par la RFE. Donc ce que je vous disais, c'est première mesure VES de base, on fait un bolus de 200 plus ou moins 50 millilitres. Soit le volume d'éjection systolique n'augmente pas, ça veut dire qu'on est déjà en haut de la courbe, on s'arrête. Soit
le bolus entraîne une augmentation du volume d'éjection systolique, et bien à ce moment-là, j'en refais un autre, jusqu'à ce que je n'ai pas d'augmentation du volume d'éjection systolique. Ensuite, pour répondre à la question, quel est le VES cible? Eh bien, c'est le VES. Il est différent chez chaque patient. Et en fait, c'est celui qui me permet d'avoir un VES qui est maximalisé, en fait, tout simplement. Et si cette valeur-là, par exemple, chez ce patient-là, ça va être 62 millilitres, si on voit qu'il baisse durant l'intervention, eh bien, on doit refaire un test de remplissage. Alors, quel type de soluté réalisez-vous de remplissage? On va passer très vite parce qu'il y avait une RFE qui avait été déjà faite avant. Et en gros, globalement, on utilise plutôt des solutés cristalloïdes balancés dans l'objectif de préserver l'équilibre acido-basique. D'accord? Donc, c'est du grade 2, un niveau de preuve qui était intéressant. Mais en tout cas, voilà, donc plutôt des cristalloïdes balancés. Autre question qui a été traitée dans cette RFE, est-ce que les indices de perfusion tissulaire sont intéressants? Lactate, SVO2 ou SCVO2, la DIVA CO2, donc différence artério-veineuse en CO2, ou la NIRS cérébrale. Est-ce que d'utiliser ce type de dispositif, dans le cadre d'une optimisation hémodynamique, permet de diminuer la morbidité des patients? Alors, le lactate, oui, mais bizarrement, il n'y a pas tant d'études que ça au bloc opératoire, donc c'est l'avis d'expert, mais en tout cas, l'accord est fort avec un avis d'expert. Intégrer le dosage du lactate artériel dans le schéma d'optimisation hémodynamique pourrait diminuer la morbidité et la mortalité, mais encore une fois, c'est de l'avis d'expert. Et ensuite, qu'en est-il de la SCVO2? Ben là, par contre, il y a des datas pour dire que globalement, ce n'est pas forcément à recommander dans le cas d'une optimisation hémodynamique opératoire. Idem pour la DIVA CO2, là, il n'y a pas de data, donc pas de recommandation. Et idem pour la NIRS, pas de recommandation non plus. Il faut bien faire la différence entre il n'est probablement pas recommandé de faire, ça veut dire qu'il y a des datas qui disent que ça ne marche pas, et on ne peut pas dire une absence de recommandation, ça veut dire qu'il n'y a pas de data. D'accord? Donc on ne vous dit pas de ne pas le faire, on vous dit qu'aujourd'hui on ne sait pas. Donc simplement, la réponse à la question 7, c'est le lactate artériel. Mon patient en bloc opératoire, je l'ai endormi, intubé, j'ai mis du monitorage partout, je l'ai rempli, j'ai optimisé mon volume d'éjection systolique, et malgré tout, il reste hypotendu, avec une pression artérielle moyenne qui est à 52 mm de mercure. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un bolus d'éphédrine, un bolus de phényléphrine, un bolus de noradrénaline, et j'administre une seringue électrique de noradrénaline. Alors, le bolus d'éphédrine, oui, c'est un bon vasopresseur, mais attention, une tachyphylaxie, au-delà de 30 mg, eh bien, on sait que c'est lié à son mécanisme d'action. Au-delà de 30 mg, au-delà d'une seringue d'éphédrine, on se retrouve un petit peu en difficulté. Donc, pourquoi pas essayer de tester le système avec, mais probablement que rapidement après, il faudra passer à autre chose. Est-ce que je fais un bolus de phényléphrine? Alors, beaucoup de littérature sur le sujet. Globalement, en dehors de l'obstétrique, la phényléphrine, c'est très, très, très discutable. C'est un alpha pur, mais au niveau physiologique, ça diminue franchement le débit cardiaque. Quand vous faites un bolus de phényléphrine, vous avez une diminution franche du débit cardiaque, et ça, c'est lié à une augmentation importante des résistances au retour veineux. Donc, il y a une diminution du retour veineux avec la phényléphrine. Et certains papiers, notamment dans le cadre de la neurochirurgie, ont mis en évidence une diminution de l'oxygénation tissulaire, de l'oxygénation cérébrale, quand on utilise de la phényléphrine. Donc voilà, certains blocs même ont même arrêté d'utiliser la phényléphrine. La noradrénaline, la baby noradré, tout le monde en fait aujourd'hui, c'est super à la mode. Donc, et oui, c'est le vasopresseur de choix. Attention à sécuriser les dilutions. Il y a eu des gags à peu près dans tous les centres hospitaliers. Soyez extrêmement vigilants à la dilution de tout ça. Certains disent oui, je fais un petit bolus, d'autres surtout pas. J'ai pas de data aujourd'hui pour vous dire surtout ne pas faire de bolus de noradrénaline. Ce que je sais, c'est que quand je travaille en réanimation, je fais jamais de bolus de noradrénaline. Donc il n'y a pas de raison, à mon sens, de faire des bolus de noradrénaline au bloc opératoire. C'est un avis uniquement personnel et qui dépasse le cadre de la RFE, donc je le mets de côté.
Alors la baby noradrénaline, ça vient d'où? Ça vient d'un collègue qui est effectivement Emmanuel Futier, avec qui on partage plein de choses, et notamment une capillarité assez pauvre, comme disait notre président. Donc 300 patients en chirurgie majeure ont été randomisés. Groupe standard, c'est l'étude INPRESS, hein, maximalisation du VES, PAS à 80 mm de mercure, avec de l'éphédrine, puis de la noradré. L'autre, c'était personnalisé. Personnalisé, c'était l'objectif de PAS, en fait, de référence qui a été prise lors de la consultation, plus ou moins 10%, et également de la noradrénaline. Donc on voit que les deux groupes avaient de la noradrénaline. Hein. Ce n'est pas noradrénaline versus pas de noradrénaline. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution très claire d'un critère composite de morbimortalité, enfin de morbidité surtout, de complications post-opératoires. Mais ce que je vous invite à voir, c'est que dans les deux groupes, dans cette étude, il y avait un monitorage du volume d'éjection systolique et une maximalisation du volume d'éjection systolique. La volémie des patients était optimisée, elle était aux petits oignons, avant de mettre de la noradrénaline, et la noradrénaline était dans les deux groupes. Donc cette étude, ce n'est pas noradré, pas de noradré, non. C'était des objectifs de pression artérielle différents. Et dans les deux groupes, il y avait une maximalisation du VES. C'était essentiellement de la chirurgie digestive. 80% de patients étaient hypertendus. Donc c'est une magnifique étude, mais il ne faut pas la transposer partout. Et c'est la raison pour laquelle il était très clair que dans cette RFE, nous avons dit qu'un protocole d'optimisation hémodynamique, lorsque le volume d'éjection systolique a été optimisé par l'expansion volémique, les experts suggèrent d'utiliser les vasoconstricteurs pour diminuer la morbimortalité périopératoire. Mais dans ce sens-là, on fait des vasopresseurs une fois que la volémie a été optimisée. Et le dernier point, qui est probablement le plus discutable. Question 9, j'ai monitoré mon VES, donc j'ai mon index cardiaque qui reste bas, malgré tout, malgré l'expansion volémique, malgré la PAM qui va bien, malgré les vasopresseurs. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans ces cas-là, il y a de la littérature qui tend à dire que l'utilisation d'un inotrope permettrait, lorsqu'on a un index cardiaque inférieur à 2,2, eh bien, ça permettrait d'améliorer l'outcome des malades. Et si on doit utiliser un inotrope, c'est plutôt de la dobutamine. Alors, dans cette slide, je ne vous dis pas du tout d'utiliser de la dobutamine au bloc opératoire dans le cadre d'une optimisation hémodynamique. C'est vraiment dans les cadres, vraiment au bout du bout, quand on a tout fait et que l'index cardiaque reste effondré, probablement et c'est de l'avis d'experts, hein, donc autant vous dire que c'est également discutable, mais en tout cas, au bout du bout, si vraiment on n'y arrive pas, si on doit faire un inotrope, plutôt faire de la dobutamine. La dobutamine va vous entraîner une vasodilatation, donc vous allez devoir augmenter les doses de noradrénaline, etc. Enfin, c'est tout sauf anodin de faire de la dobutamine, donc voilà, à prendre avec beaucoup de précautions. En synthèse, 1, la stratification du risque. Si la mortalité est inférieure à 1%, je ne monitore pas mon VES. Au-delà de 1%, risque élevé et très élevé, je dois faire une optimisation du volume d'éjection systolique. Concernant la pression artérielle, chez tous les malades, on va éviter une PAM inférieure à 60-70 mm de mercure, les vasopresseurs, l'éphédrine, oui, et la noradrénaline, surtout. Concernant le débit, eh bien, on va monitorer le volume d'éjection systolique en fonction de la stratification du risque. On va faire une titration du remplissage vasculaire avec 250 ml, plutôt des solutés balancées, et éventuellement de la dobutamine si l'index cardiaque reste très bas malgré tout ce qu'on a pu faire. Et au niveau du monitorage, on peut également rajouter le lactate. Je vous remercie pour votre attention.